Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc Sébastien Benoît, donc moi je suis le responsable du pôle transition écologique et énergétique, donc à Rochauffé Communauté, donc qui est une communauté de communes en Ille-et-Vilaine. Donc tout à l'heure on avait la carte de la Bretagne avec Fougères dans le nord-ouest, et ben nous on est dans le sud-est, à l'exact opposé. Donc on est aux portes de Rennes, donc c'est un territoire périurbain sur sa frange nord-ouest qui touche Rennes Métropole, et puis un territoire plus rural sur sa partie sud. J'ai remis là un petit peu quelques grands éléments structurants du territoire. Donc il y a quelques forêts, on a 2000 hectares à peu près de boisement. On a une grosse forêt qui est hors du territoire qui fait 3000 hectares ici. On a un bocage qui fait à peu près 2200 km de baies bocagères qui restent sur le territoire. Et on a 2 rivières, voilà, et tout ça rentre dans des enjeux croisés. Donc 16 communes, 27 000 habitants, un territoire agricole, agroalimentaire, laitier, c'est un bassin laitier, un peu de volaille, un peu de porc. Et donc il y a l'élevage qui structure quand même le paysage, et donc l'industriel qui pèse lourd dans le territoire, c'est Lactalis pour la production, la transformation de lait. Donc le territoire est engagé dans un programme, dans un objectif territoire à énergie positive. Le travail sur l'énergie date maintenant d'une douzaine d'années, donc ça a commencé en 2008 avec différentes étapes qui sont rappelées ici, et on aboutit en 2019 à la fois à l'engagement dans l'objectif territoire à énergie positive, qui s'est traduit par la mise en route de la feuille de route opérationnelle sur la période 2020-2025, qui est le plan climat. J'ai juste remis les grandes orientations sur lesquelles on va travailler sur cette période-là. L'agriculture et l'alimentation, les réseaux énergétiques et les énergies renouvelables, tout ce qui est action de renforcement de l'engagement des acteurs locaux, associations, habitants, entreprises, etc., plus l'adaptation au changement climatique. Tout ce qui va être mobilité décarbonée avec un volet plutôt usage, mobilité douce, donc plan vélo, covoiturage, transport en commun, et un volet nouveau carburant, donc avec un travail sur le GNV, bio-GNV, gaz naturel véhicule, et l'hydrogène. Tout le volet diminution et optimisation des consommations énergétiques, évidemment. Et puis l'aspect plus recyclage, réemploi, économie circulaire. Donc là, c'est les 6 orientations qui structurent notre plan climat sur cette période 2020-2025. Donc le territoire a aussi été lauréat TEPCV, donc en 2016, et on est en train d'achever là le programme, enfin les dépenses, quoi. On va le clôturer cette année. Donc moi je vais vous parler plus de l'aspect énergie, en l'occurrence bois énergie, réseau de chaleur. Mais tout ça, ça s'intègre dans un mix énergétique qui est développé à l'échelle du territoire. Donc là, je vous ai remis une petite carte des grands projets d'énergie renouvelable qui structurent un petit peu le territoire, et de là où la communauté de communes s'est impliquée. Vous avez en vert plutôt ce qui est en exploitation aujourd'hui, et puis en bleu ce qui est en projet ou en réflexion. Et sur différents projets, à différents moments, de façon différente en tout cas, la communauté de communes s'est engagée, soit en tant que maître d'ouvrage, soit en accompagnement de projet, soit en investissement direct. Donc voilà, donc il y a des projets de réseau de chaleur bois, il y a des projets de plateforme bois, il y a du biogaz, il y a de l'éolien, voilà, plusieurs choses. Et donc là, on va plutôt évoquer les réseaux de chaleur. Donc je vais vous présenter les réseaux de chaleur que la communauté de communes a développés. Donc il y a eu un premier ici sur Janzé. Et puis donc là, l'opération, c'est 3 réseaux de chaleur sur une seule opération mutualisée, donc à Couëme, à Retier, et puis à Martigny-Ferchaud. Et j'en parle tout de suite. Donc au cœur de ces trois réseaux, il y a aussi le travail avec les agriculteurs et une CUMA locale pour monter une plateforme bois énergie, donc qui sera ici, dont la vocation sera d'alimenter ces réseaux de chaleur avec du bois de bocage particulièrement. Donc voilà. Et puis donc nos objectifs en dynamique de production d'énergie renouvelable, 2018 c'était à peu près ça. Et 2030, les objectifs sont ceux-ci. Donc il faut à la fois baisser les consommations fortement, donc c'est certainement ça qui va être le plus difficile. Par contre, en termes de dynamique de production d'énergie renouvelable, 2030 on est sur un aspect prospectif. Mais sur 2025, on a quand même suffisamment de projets en portefeuille, si je puis dire,
pour raisonnablement penser que cet objectif de production est atteignable en 2030. Déjà, si tout ce qui est prévu pour 2025 se fait, bon, bah, on aura une marge pas très très importante à poser pour 2030. Le vrai enjeu, c'est baisser les consommations d'énergie. Sur le territoire, on travaille beaucoup sur la production, on a travaillé aussi sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat, les bâtiments publics. Mais voilà, il faut passer la seconde, voire la troisième sur cet aspect-là, si on veut que la balance énergétique en 2030, elle ressemble vraiment à ça. On axe aussi beaucoup les objectifs autour de l'économie, de la valeur économique de cette transition énergétique, en indiquant que c'est un investissement productif pour le territoire. Donc là, j'ai remis les chiffres sur ce qu'on estime, ce qui va se passer en termes d'économie, d'investissement sur le territoire sur la période, d'ici 2030 au moins. C'est au moins 100 millions d'euros qui vont être investis dans des équipements de production sur le territoire à cette échéance-là. Alors il y a quelques gros équipements qui sont structurants. On a l'usine laitière, Lactalis, qui pèse très très lourd, qui pèse la moitié de la consommation d'énergie du territoire. Et donc là, ils sont en train de passer, ils vont y passer plus vite sans doute qu'ils n'imaginaient, d'une solution charbon, et oui, il y en avait encore, à une solution CSR, donc de combustible solide de récupération. Et cette unité, rien qu'à elle, serait 40 millions d'euros, donc ça pèse assez lourd dans le bilan. Mais on a des parcs éoliens, on a des unités de méthanisation, donc les 100 millions, voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui un peu en portefeuille. On a essayé de chiffrer aussi ce que ça représenterait les objectifs qu'on a fixés dans le plan climat en termes de rénovation énergétique. On a utilisé à l'intérieur de Destination TEPOS, pour ceux qui connaissent, il y a un petit outil qui s'appelle Facet, qui permet de simuler la facture énergétique d'un territoire en dépenses et en recettes. Donc si on atteint nos objectifs de production d'énergie renouvelable en 2025, c'est 29 millions d'euros de recettes qui tomberont sur le territoire. Tout l'enjeu après, c'est de les capter, de les garder en local. Les recettes fiscales, l'investissement citoyen et participatif aussi. On a un parc éolien qui est en mode citoyen, donc, qui devrait sortir en 2023, qui a été monté par 140, maintenant même 170 personnes physiques qui portent ce parc-là. Et la commune va rentrer au capital normalement l'année prochaine. Voilà, les emplois qu'on a essayé d'imaginer aussi avec un autre outil qui est issu du réseau TEPOS, qui est l'outil TET, pour essayer de simuler, d'estimer ce que la transition peut représenter en termes d'emploi. Et on l'a illustré avec les compétences dont on a besoin, qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, isolation, des soudeurs pour faire des réseaux de chaleur, des gens qui font de la maintenance sur des moteurs de cogénération, et des gens qui exploitent des chaufferies bois, et nos citoyens qui investissent. Sur l'aspect bois-énergie, le bois-énergie sur le territoire de Rochechauffé Communauté est très lié avec la politique bocagère. À l'instar de ce qui se fait sur Fougères, on plante du bocage sur la Rochechauffé depuis les années 70 avec le département. Et depuis 2004, c'est la communauté de communes qui s'est ressaisie de cette compétence-là. Donc on est engagé dans le programme Brest-Bocage. Il y a des plantations à peu près 15-20 km par an. Donc voilà, très très tôt, le bocage, c'est un outil multifonctionnel, c'est notre couteau suisse, il sert un petit peu à tout. On en a parlé ce matin, à quoi ça servait l'arme, donc je vais pas y revenir, mais l'énergie, le matériau, le stockage carbone. Chez nous, le bocage a surtout une entrée qualité de l'eau. On a 2 rivières, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont très dégradées au niveau qualité de l'eau. Et on a besoin du bocage pour améliorer cette qualité de l'eau, d'où les plantations. Par contre, on s'est rendu compte très très vite, dans les années 2005 à 2010, que qui est-ce qui plante le bocage? Ce sont les agriculteurs. Et les agriculteurs, ça a été dit tout à l'heure, faut du temps, faut de l'argent pour l'entretenir. Donc on avait cette problématique-là de moins de main-d'œuvre, moins de temps dans les exploitations, pas envie de mettre l'argent pour entretenir et planter. Donc il nous fallait une solution de valorisation économique du bocage pour redonner une valeur au bocage dans l'économie de l'exploitation agricole. D'où le bois énergie. Pourquoi le bois énergie aussi sur le territoire? C'est qu'au début des années 2000, il y a un groupe d'agriculteurs et un chauffagiste, un plombier chauffagiste,
qui ont lancé la dynamique bois énergie, un peu comme Fougères aussi, plutôt dans des exploitations agricoles, en autonomie sur les exploitations. Les agriculteurs se sont dit, bah, moi je vais exploiter mon bocage, je vais installer une chaufferie bois pour ma maison, le petit hameau, des bâtiments agricoles, et puis c'est mon bocage qui va alimenter cette chaufferie-là. Et voilà, il s'est trouvé qu'au centre du territoire, il y avait un plombier chauffagiste qui s'est lancé dans l'installation chaudière. Donc dès les années 2000, il y avait un petit peu cette culture bois énergie, puis qui est restée un peu à l'échelle agricole, individuelle, et la communauté de communes a repris un peu le flambeau voilà, en 2010 sur des projets plus importants de type réseau de chaleur. Donc on essaye de construire un cercle vertueux autour de cette filière bois énergie bocage. La ressource, donc j'ai dit tout à l'heure, on plante. Ensuite on la mobilise, donc on a des acteurs agricoles, on travaille avec une CUMA qui s'est équipée en matériel de déchiquetage, donc elle va construire une plateforme. On travaille aussi avec la filière départementale en Ille-et-Vilaine, donc le collectif Bois Bocage 35, qui lui est l'intermédiaire pour aller chercher le bois chez les agriculteurs, le transformer et le vendre aux chaufferies. Donc on soutient aussi cette dynamique qui est plus à l'échelle départementale, parce que nous on a un trop petit territoire pour vraiment imaginer qu'il y ait une filière pérenne et solide économiquement qui se lance toute seule. Donc à l'échelle départementale c'était plus intéressant. Donc la mobilisation, la transformation, la consommation, donc c'est les réseaux de chaleur, je vais y revenir, et puis les plantations, et puis on essaye de boucler ce cercle vertueux. Donc il nous reste encore quelques petites briques. C'est la brique notamment gestion durable, donc on l'a évoqué ce matin, et il nous reste cette brique vraiment à développer, c'est-à-dire de faire des plans de gestion chez les agriculteurs, des plans de gestion labellisés qui vont permettre de bien connaître la ressource et de bien la gérer, donc de ne pas faire n'importe quoi avec la ressource dans le temps. Donc voilà, on arrive quasiment au bout de ce circuit-là, et à une époque, voilà, dans les années 2005 à 2010, on se disait toujours est-ce qu'il faut d'abord monter la filière à une plateforme ou est-ce qu'il faut lancer les chaufferies, voilà, l'œuf, la poule. Bon, voilà, comme elle a dit, du bois on en trouvera de toute façon, donc on va monter les chaufferies et après ça donnera l'impulsion aux filières locales. Donc l'entrée réseau de chaleur chez nous, c'est une entrée bocage, une entrée qualité de l'eau et service multifonctionnel du bocage. Et après, bah, la substitution d'énergie, voilà, bon, ça c'est un peu complet, mais ce qu'on fait aussi sur le bocage, c'est comme à Fougères, on fait de l'accompagnement aussi en compensation dans les documents d'urbanisme. On fait aussi des démonstrations de façon assez régulière, des démonstrations de matériel, parce que les agriculteurs, il faut les réacculturer à tout ça, montrer les machines, leur montrer comment on entretient le bois. Donc il faut faire ça, donc on le fait assez régulièrement. Donc je leur dirai tout à l'heure, mais sur nos 4 réseaux de chaleur, c'est à peu près 1000 tonnes de bois de bocage qui sont fléchés vers l'approvisionnement sur à peu près 4000 tonnes de besoins. Et c'est plutôt 30 à 50 km de haies qui peuvent être valorisés pour l'entretien de ce bocage. Donc c'est pas négligeable parce que on fait 30 km une année, mais l'année d'après c'est 30 km, donc il faut avoir une gestion sur un linéaire qui commence à être assez conséquent. À terme, si on va au bout de la démarche, on aimerait engager en gestion et en labellisation entre 400 et 500 km de haies sur le territoire qui viendront alimenter nos réseaux de chaleur. Donc c'est quasiment un quart du linéaire sur le territoire. Donc ça commence à être intéressant de pouvoir avoir ces effets d'échelle sur le territoire. Et j'évoquais tout à l'heure la nécessité de redonner de la valeur au bocage pour que les agriculteurs ils puissent y retrouver un intérêt économique. Le bois énergie c'est bien, c'est la première brique, mais on se rend compte que c'est pas forcément suffisant, quoi. Donc il faut aller chercher d'autres valeurs économiques sur le bocage. Donc on commence à travailler sur des débouchés bois d'œuvre, donc voilà, dans les aménagements urbains, des communes, qu'est-ce qu'on peut trouver comme intérêt. Et on travaille également sur la valorisation financière du stockage carbone des bocagères. C'est-à-dire que vous avez un linéaire de bocage, il va stocker X tonnes de carbone. Ces tonnes de carbone, elles peuvent avoir une valeur financière. Et on essaye de mettre en face des acheteurs qui souhaitent s'engager dans de la compensation volontaire. Donc plutôt des acheteurs locaux, donc le Super U du coin, la banque, etc. Donc ça c'est plutôt un programme expérimental qui s'appelle Carbocage, donc qui est en train de se terminer. Et on va essayer de le déployer chez nous, voilà, en mettant en relation des agriculteurs qui gèrent bien leur bocage
et des acteurs plutôt économiques du territoire qui ont envie de compenser leurs émissions dans des logiques de responsabilité sociale et environnementale. Puis on va tester, on verra bien. Et en rajoutant cette valorisation bois-énergie, plus cette valorisation stockage carbone, plus cette valorisation bois d'œuvre, on espère arriver quand même à une valorisation économique du bocage qui rentre dans les clous de l'économie d'une exploitation agricole aujourd'hui. Alors les réseaux de chaleur, ça a été notre premier outil. Donc la communauté de communes s'en est saisie en 2010 à travers un projet de piscine. Très classique, piscine, gros consommateur d'énergie. Qu'est-ce qu'on lui met dans le ventre à cette piscine pour chauffer nos bébés nageurs à 31 degrés. Donc réflexion sur une chaufferie dédiée. Et très rapidement, donc c'était sur Janzé, très rapidement, à 200 mètres, il y a un hôpital, à 300, il y a un collège, des écoles, etc. Donc on est passé assez vite sur la notion de réseau de chaleur. La commune, la ville de Janzé, même si c'est 8000 habitants, ils ont autre chose à faire. Ils n'ont pas les compétences, il n'y avait pas forcément le portage politique au niveau de la ville. Si on avait laissé ça un petit peu à l'échelle de la ville, le projet ne serait pas sorti. Donc la communauté de communes s'en est saisie, parce que derrière, il y avait cette volonté de valoriser le bois de bocage. Et donc il y a la compétence qui a été prise. Donc il y a une compétence qui existait depuis les années 80, qui a été un petit peu réaffirmée dans la loi de 2015, je crois. Et donc la Comcom est aujourd'hui titulaire de la compétence dans le domaine énergétique sur les études de faisabilité de réseaux de chaleur et la création et l'exploitation de réseaux de chaleur. Sur ce premier réseau, le choix a été fait d'une délégation de service public, parce que là encore, structurellement, la Comcom, elle n'a pas de service technique. Les services techniques dans la ville de Janzé, ils ne sont pas non plus formés, ils n'étaient à l'époque pas intéressés par le bois énergie. Donc s'il avait fallu monter une régie, des équipes techniques, les former, gérer les astreintes qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait peu de chances qu'on y aille, et les élus ont dit non, on n'ira pas en régie, donc on fait une délégation de service public. Donc c'est de confier une entreprise la construction, le financement, la construction et l'exploitation du réseau de chaleur sur une durée qui est à négocier dans le cadre d'un appel d'offres. Donc en l'occurrence, c'était sur 23 ans sur Janzé. Et donc là, on a déjà cette notion de mutualisation qui démarre au niveau de la Comcom, dont l'objectif c'était aussi d'accélérer l'exploration du potentiel. Et notre stratégie derrière, ça a été de regarder où sont les piscines, on n'en a qu'une, les hôpitaux, on n'en a qu'un, mais ça c'était fait, Janzé. Et puis après, où sont les maisons de retraite, où sont les foyers de vie, où sont les pôles de bâtiments publics proches sur lesquels on va pouvoir raisonner réseau de chaleur. Donc voilà, on avait un peu, là c'était il y a des EHPAD un peu partout là, donc on a regardé où est-ce qu'on pouvait sortir des réseaux sur ces hotspots thermiques là, qui sont les plus faciles après à déployer. Donc on en est arrivé à cette opération multi-réseau. Donc Janzé, j'en ai parlé. Et donc là on a travaillé sur une opération toujours en délégation de service public, mais pour construire 3 réseaux en même temps. Pris individuellement, ces réseaux ne seraient pas sortis, parce que les communes, non, on a autre chose à faire, on n'a pas les moyens d'investir, on n'a pas les compétences techniques. On aurait pu se dire, ces réseaux, on les confie au privé, sous forme de délégation de service public. Mais là, ils sont trop petits. Ils n'auraient pas intéressé un délégataire qui, lui, recherche une certaine massification de vente de chaleur pour avoir un chiffre d'affaires cohérent avec la marge qu'il recherche. Donc, on a décidé de les faire les 3 en même temps, au sein d'une seule opération. Donc, ça permet de mutualiser la quantité de chaleur, d'optimiser les plannings, d'optimiser aussi le chantier. Les coûts, c'est pas toujours très vrai, en l'occurrence, mais donc on a sorti cette opération-là. Donc, en termes de dimensionnement, Janzé, on est à un peu plus d'1 MW bois, Retier 1,2 MW bois, Martigny-Ferchaud 660 kg et Couem 330 kg sur ces 3 réseaux. Alors là, j'ai mutualisé les quantités sur les 2 DSP. Donc on a 2 délégations de services publics à chaleur, donc celle-ci à 3 et puis Janzé. Donc on est à 3,3 MW bois, un peu moins de 4 km de réseau de chaleur. Alors là, vous voyez les chiffres. Et donc ce qui est important, c'est 3000 tonnes de bois plaquettes qui sont consommées sur ces 4 chaufferies. Et donc 1000 tonnes qui sont dédiées à la filière locale.
dédié. Là, il y a un positionnement politique fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu écrire dans les cahiers des charges de la délégation. On veut du bois de bocage local. Donc il a fallu faire passer le message aux délégataires qu'il y avait une forte volonté politique de ce côté-là. Ils ont compris, ils ont bien compris, et donc ils ont joué le jeu. Donc sur Janzé, on a 25% de la pro qui est en bois de bocage, et sur les 3 réseaux ici, on est à 50%. Un petit peu plus facile ici, parce que c'est une question de prix, le bois énergie était face au fuel, donc c'est plus facile de remonter un petit peu la quantité de bois de bocage qui est un peu plus cher. Là à Janzé, on était face au gaz, donc on est resté un petit peu plus raisonnable sur le bois de bocage pour trouver le bon compromis, quoi. Il ne s'agit pas de dire non plus on veut 100% de bois de bocage, parce que économiquement ça passe pas, il faut le trouver le bois. Donc voilà, on a trouvé cet équilibre qui fonctionne plutôt bien à Janzé, et voilà, qu'on va tester avec les 3 réseaux sur les prochaines communes. Donc sur les choses à retenir, voilà, c'est 3 réseaux, une seule démarche, une seule procédure. Un projet de territoire aussi, une solidarité entre les communes. Le tarif de vente de chaleur est unique entre les 3 réseaux. Tous les abonnés ont le même tarif de chaleur. Et ce qui était intéressant, c'est que si on avait pris les choses de façon isolée, il y a une commune qui s'en serait... Enfin, les abonnés d'une commune vis-à-vis du bois s'en sortaient très bien, voilà, par rapport à leur situation fuel. Et puis d'une autre commune, ils s'en sortaient un petit peu moins bien. Donc avec la tarification unique, on a rééquilibré les choses. Il y en a un qui s'en sort un petit peu moins bien, mais il s'en sort quand même. Et comme il fait un effort, en fait, tout le monde est gagnant dans l'équation économique. Donc il y a cette notion de solidarité qui est importante et qui plaît bien aux élus. Voilà, parce qu'il y a une dimension intercommunale, il y a une grosse commune, il y a une petite commune, et ça crée de la solidarité autour de ces projets. Donc on a fait le choix de la DSP, donc je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Dans les critères de choix, c'est est-ce que vous voulez plus ou moins maîtriser le projet. En régie, vous maîtrisez bien, en DSP, un petit peu moins, mais c'est pas non plus dramatique. Les ressources et les compétences dont vous disposez en interne, à la fois pour développer le projet et puis après l'exploiter tout simplement. Le niveau de risque et de responsabilité, dans une délégation de service public, l'entreprise qui va construire et exploiter le réseau, ils sont responsables. Voilà, c'est à leur risque et péril. Si on prend les 3 réseaux de chaleur qu'on va sortir là, au moment des appels d'offres, il y a eu un peu une mauvaise surprise sur les appels d'offres, dans le sens où les prix ont beaucoup monté à une période où les entreprises de réseau génie civil étaient surbookées et faisaient des prix qui étaient... Ils se graissaient bien, quoi. Donc ça, c'est pas la collectivité qui a porté ce risque-là. C'est pas la collectivité qui a dit on est obligé de surinvestir, c'est le délégataire, à ses risques et périls. Donc il y a cette notion de risque aussi à imaginer. Et puis il y a l'intérêt des opérateurs privés. Donc on est sur des petites tailles de réseau, donc les gros monstres d'Alkia, Engie, tout ça, ils viennent pas sur ces opérations-là, ou pas trop. Donc il faut plutôt traiter avec des opérateurs locaux. Donc en l'occurrence, on travaille maintenant avec un breton qui s'appelle Nacewin Bois Énergie, qui sont basés à Lorient. Et donc ils exploitent tous nos réseaux de chaleur, avec une société rennaise qui s'appelle Sogex, qui elle a plus la partie exploitation technique. Donc c'est un peu ces paramètres-là qui guident au moment où vous lanceriez un réseau de chaleur, quel mode de gestion on choisit entre régie et puis délégation. Donc la mutualisation, voilà, elle permet d'atteindre cette taille critique, de trouver le bon coup de chaleur. Donc la tarification unique, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Soutenir l'approvisionnement local. Donc, quand on lance un réseau de chaleur, nous, comme c'était dicté par la politique bois-bocage, dès le départ, on avait ce souci de l'approvisionnement local. Donc il faut pas s'en désintéresser. Il ne faut pas dire on va faire un réseau de chaleur, voilà, bois énergie, etc. Et puis se dire le bois d'où il vient, on s'en fiche un peu, quoi. Non, c'est important, et c'est important d'être au soutien des producteurs locaux, et en particulier des agriculteurs. Donc c'est important de s'intéresser à ça. Et puis les DSP, c'est quand même des procédures assez longues, assez lourdes juridiquement. Donc c'est plus adapté aussi à une communauté de communes de lancer ce type de démarche. Alors on délègue, mais on ne délaisse pas. Quand vous montez une délégation de service public, vous avez un contrôle derrière. Un contrôle qui est obligatoire.
C'est-à-dire que vous devez vous assurer que l'équipement que vous avez confié à l'entreprise, il soit bien conduit, parce qu'au bout de la période contractuelle, l'équipement il revient à la collectivité. Donc il ne s'agit pas de récupérer du matériel qui n'a pas été bien entretenu, qui n'a pas été bien conduit. Donc chaque année, ça fait partie de mes missions, on a un cabinet d'études qui nous accompagne pour dire est-ce que techniquement les chaufferies sont bien conduites, est-ce que économiquement la délégation fonctionne, est-ce que voilà, les factures sont conformes à la tarification, voilà, on vérifie en fait l'exercice de la délégation. Donc ça c'est important de ne pas l'oublier. Parfois dans certaines situations, je pense à des stations d'épuration aussi où on est en délégation de service public, cet aspect contrôle annuel peut être parfois un peu oublié. Donc il faut surtout y penser et l'anticiper. Donc voilà, il y a un marché public pour avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage à monter et puis faire en sorte que le délégataire chaque année fournisse bien les données de son exploitation. Donc il faut toujours être aussi attentif à préserver l'intérêt du coût de chaleur final pour l'abonné. Nous, on essaie de valoriser pédagogiquement le projet. Donc, chaque année, on envoie des classes dans le cadre d'un programme d'éducation à l'environnement qui vont visiter les chaufferies, mais ils vont visiter aussi des unités de méta et autres. Mais voilà, on les emmène sur les chaufferies et l'exploitant doit accueillir ces classes-là. Puis, on suit régulièrement de service. On a affaire à un opérateur de taille encore modeste, Nacewin, qui est breton. Donc voilà, on a de bons échanges avec eux et on discute bien. Je ne suis pas persuadé qu'avec un Dalkia ou un Engie ou un Cofeli, ça aurait été aussi fluide. On aurait eu plutôt des juristes en face de nous que des techniciens ou des développeurs projets. Donc on est plutôt satisfait aujourd'hui de la relation qu'on a avec eux. Et puis une délégation de service à vie. Sur Janzé, là, ils viennent de raccorder un bâtiment collectif. Bon voilà, c'est un avenant. Il faut suivre aussi tous ces aspects-là. Donc, quelques facteurs de réussite et points de vigilance. Avant que j'oublie, je vais marquer sur ma main. Petite originalité qu'on a mise en place dans le financement du projet, on a mis en place un financement participatif. Alors c'était pour un peu tester l'histoire, mais on a ouvert 50 000 € en financement participatif aux habitants du territoire. Et il y a une quarantaine d'habitants qui ont investi dans le projet, donc c'est pas grand-chose à l'échelle de 3,8 millions d'investissements et 1,6 million de subventions. ADEME, Fonds Chaleur, région, TEPCV, département, leader, enfin on a tout cherché là, il y a tout dedans. Voilà, donc ce financement participatif qui était un petit moment sympa, et puis là on va faire visiter les réseaux de chaleur aux 40 personnes qui sont investisseurs dans le projet. Donc sur les facteurs de réussite, il faut un portage politique fort, parce que faut aller chercher les abonnés. Le travail qu'on a fait, et en partie moi, c'est tout le travail d'étude d'opportunité, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis formé il y a une dizaine d'années sur le bois énergie. Donc on regarde, voilà, est-ce que c'est opportun de travailler ici, avant de lancer une étude de faisabilité avec un cabinet d'études. Mais il faut aller chercher les abonnés. Il faut en permanence, je ne sais plus où je l'ai mis, mais voilà, pédagogie anticipée et permanente auprès des abonnés. Parce que le directeur de l'EHPAD, Bois Énergie, on va lui présenter une première étude d'opportunité telle année. Et puis on revient l'année d'après, étude de faisabilité. Et puis l'année d'après, c'est le lancement de la DSP. Bon, il y a autre chose à faire entre ces moments-là. Donc il faut être toujours au contact et leur rappeler quels vont être les intérêts pour eux du bois énergie. Les intérêts, ça a été dit un petit peu tout à l'heure là. Le prix du bois, l'énergie renouvelable, mais aussi ne plus avoir à s'occuper de ces chaudières, ne plus avoir à les renouveler, avoir du gain sur les agents techniques qui ne s'en occupent plus. La sécurisation aussi, toutes nos chaufferies sont doublonnées. Soit il y a 2 chaudières bois, soit il y a un complément gaz, soit il y a un complément fuel. Donc c'est une sécurité de service. Et ça tombe bien quand vous avez un établissement qui a un problème de chaudière et que vous arrivez juste derrière, on vous propose un réseau de chaleur qui va vous sécuriser. Là, c'est plus facile. Mais il faut toujours être à leur contact pour leur expliquer ça. Surtout quand vous arrivez avec les tarifs. Parce que là, c'est là où ça discute un petit peu. Important aussi que ça soit intégré à l'approche territoriale du projet politique. Donc nous, c'est le plan climat, c'est le projet territoire à énergie positive. Ça donne de la cohérence, c'est pas un truc qui tombe comme ça. On dit, ça rentre dans notre politique énergétique, ça rentre dans notre politique bocagère et qualité de l'eau. Donc c'est plus facile. Après, pour les abonnés, pour les riverains aussi, on a eu un peu maille à partir sur une chaufferie avec des riverains qui voyaient d'un mauvais œil de l'arrivée près de chez eux.
Donc il a fallu faire la pédagogie, expliquer aussi l'aspect émissions atmosphériques. On a quand même dû reculer la chaufferie de 50 mètres, mais bon, au final, ça s'est bien passé. Voilà, donc la communauté d'intérêt et de solidarité entre les communes, les abonnés, donc c'est à travers la tarification unique. L'approvisionnement, j'en ai parlé. Qualité et précision des études préalables. Alors j'ai parfois vu aussi dans certaines études, surtout quand on parle en DSP, il faut aller jusqu'à la tarification aux abonnés. C'est-à-dire que chaque abonné, il va se dire, bah, ok, réseau de chaleur, vous me dites que c'est intéressant globalement, mais pour moi. Donc il faut aller jusqu'à cet exercice de tarification qui se fait en étude de faisabilité. Après, le juge de paix, c'est quand il y aura l'appel d'offres. Mais il faut déjà donner à voir à l'abonné qu'est-ce qu'il peut gagner, quoi. Et sur quel nombre d'années, quel temps de retour sur investissement il va être gagné. Et donc ça demande de la qualité et de la précision des études préalables et donc des bureaux d'études compétents derrière. Donc c'est ce que je mets là. Fait simulation commerciale dès la faisabilité et en coût global. C'est bien anticiper aussi les points durs techniques parce que bah, voilà, la chaufferie, faut savoir où on va la mettre. Est-ce qu'il y a des réseaux en dessous? Est-ce qu'il y a un projet urbain? Est-ce qu'il y a des travaux sur les voiries, les bâtiments? D'anticiper ça avec les communes, parce que sinon, parfois, il peut y avoir des télescopages, et c'est là où on plante un projet, où on le retarde, parce qu'on n'a pas anticipé ces aspects-là. Et puis voilà, il faut s'impliquer après aussi, et se faire accompagner. Donc, bah, nous, au départ de chaque projet, il y avait l'association Elle qui était là pour nous aider à structurer les cahiers des charges de l'étude de faisabilité, et puis qui nous accompagne sur les premières étapes. Après, voilà, on est aussi monté en compétences sur le territoire, donc, mais voilà, l'accompagnement de départ pour comprendre tous les éléments de principe est important. Ah voilà, j'ai fini. Pardon, j'ai parlé un peu vite, mais...